Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Chant Libre explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Focus sur le reggae et les musiques du monde avec l'énergisant Sunska Festival. Vue sur les paysans girondins du photographe François Huchet. Rencontre avec l'artiste allemande Barbara Schröder, une singulière articultrice. Dans la rubrique Lue, les grandes villes n'existent pas, de l'auteur à succès Cécile Coulon. Des centaines de bénévoles, des cavalcades et combats, c'est la fin de la guerre de 100 ans avec la bataille de Castillon et c'est notre grand format. Chant Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Né dans le Médoc, parti tenter l'aventure urbaine bordelaise, le Sunska a fini par revenir sur ses terres et par s'installer dans le village de Verteuil. C'est ici que durant 3 jours se presse la fine fleur du reggae et les musiques métissées. Un bain d'énergie. On est un des rares festivals à développer une niche musicale dans cette Nouvelle-Aquitaine qui met en avant toutes ces cultures afro-caribéennes, le reggae, les musiques africaines, les musiques de l'océan Indien, musique des Caraïbes, le rap, toute une ouverture de programmation qui plaît aux plus jeunes ou aux plus anciens. Je ne mixe pas avec un ordinateur et une clé USB. J'envoie du son avec des platines comme on faisait dans les années 70 en Jamaïque, dans la tradition, puisque ce sont eux qui m'ont appris à mixer le son jamaïcain. Je suis très content en 2025 de voir que le reggae, qui était avant une musique underground, est devenu une musique populaire. Il me semblait important de démarrer la soirée de ce soir par un artiste aussi du cru, un artiste bordelais. Et donc c'est Volodia qui va ouvrir ce soir. Volodia qui a une très forte notoriété dans le reggae national depuis plusieurs années. J'ai fait ce festival en tant que festivalier en 2012. Je vois les scènes, les artistes et pour moi c'est comme un fantasme quoi, de me dire un jour je veux faire cette scène. Et l'année d'après, en 2013, ils me contactent pour faire la scène. À l'époque, c'était la scène Rebelle. Voilà, moi j'ai pu le faire. C'est peut-être la 6e ou 7e fois que je le fais, le Sunska. Comme d'hab, je fais le taf comme d'hab. Comme d'hab, je tire une taf comme d'hab. Le son fracasse comme d'hab. Ils pensent que c'est un comeback, mais je fais ça comme d'hab. C'est un festival qui a quand même cette espèce de valeur familiale, puis de pousser les artistes émergents. S'il y a bien un festival avec lequel j'ai une histoire un peu plus intime et personnelle, c'est le Sunska. On vit là tous ensemble, on survit. On est même presque de rien. C'est pas l'enfer qui paradis. Ce soir, c'est le premier soir du festival et effectivement, on va retrouver dans la programmation cet éclectisme que l'on met en avant. On a les fidèles, Tiken Jah Fakoly, Flavia Coelho, qui est la copine, la frangine, la sœur, quoi, avec qui on a passé des super moments depuis une bonne quinzaine d'années. La couleur musicale que je vais jouer ce soir, je l'ai nommée le bossa muffin. C'est un style que j'ai créé depuis maintes années. C'est un mélange de musique traditionnelle brésilienne avec les sonorités de l'actualité, tout ce qui est reggae, raga, hip-hop, sonorités africaines, entre autres.
Ce que je trouve singulier dans ce festival, c'est le cœur reggae, il y est toujours, il y est encore, et je pense que c'est aussi la couleur de ma musique parce que je touche beaucoup aussi le reggae. Et donc pouvoir retrouver des grands artistes comme Britney Spears, Kimani Marley, etc. C'est toujours super que les nouvelles générations puissent rencontrer ces artistes-là. Ce Sunska en Médoc, il faut bien se dire que c'est un événement 100% médocain. Il est porté par des Médocains, des gens du cru. Moi, je suis un pur produit des Médocs, né à l'Espar. On est des esprits forts dans le Médoc, quoi. Voilà, on est attaché à notre territoire, à nos valeurs, à nos engagements. Derrière ça, on développe quand même et on défend une certaine ouverture culturelle et de liberté d'expression. We're bubbling on the top 100, just like a mighty train. Play on the R&B. Le fait d'avoir une ouverture culturelle et musicale comme celle-là, dans un territoire qui est très isolé, qui des fois peut être fermé aussi au niveau des mentalités, parce que justement, ça amène quelque chose de différent qui est nécessaire dans des milieux et des territoires ruraux. Roots rock reggae. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. L'Arizona, la route 66, la Havane, l'Afrique, l'Europe, Paris. Si les voyages, la mode et le cinéma ont souvent emmené François Huchet loin de sa Gironde natale, il n'en est pas moins resté profondément attaché à son monde d'ici, celui qu'il a vu naître, le Blayais. C'est cette ruralité faite de cafés et bistrots, majorettes et courses cyclistes, travaux des champs et travaux des vignes, toute cette paysannerie de proximité qu'il n'a eu de cesse de photographier depuis le début des années 70. Le maire, les vignerons, les gens du cru, les fêtes populaires, il les photographie en voisins. Résultat, beaucoup de complicité, de bonhomie, de fierté et surtout d'humanité dans toutes ces images. Il y a les gestes de la vigne, mais aussi le travail au moulin de Réguignon, là où on faisait la farine et où François Huchet a grandi. Lui, l'enfant de meunier, fasciné tout jeune par la photographie, a fini par se former à Paris et devenu maître de la photographie argentique. En témoignent ses prises de vue soignées, à 2 ou 3 mètres du sujet, son art du cadrage, du contraste et de l'épaisseur du grain, pour des tirages qu'il réalise lui-même dans son atelier. Avec Paysans Girondins, François Huchet ouvre, sur près de 50 ans, un grand album de la paysannerie d'avant l'agriculture. Un retour aux sources de son enfance, comme à celle de la photographie humaniste. Installée dans la campagne girondine, l'artiste allemande Barbara Schröder crée à partir de végétaux et matériaux qu'elle glane autour d'elle. Une manière de rendre hommage à la paysannerie pour celle qui se fait parfois appeler articultrice. Rencontre avec une glaneuse bouseuse hors pair. La peinture, c'est mon socle. En fait, tout ce que je fais, c'est des toiles suspendues, posées au sol. C'est comme une deuxième peau. J'ai passé 3 mois à Bruxelles, dans l'abbaye de la Cambre, l'an dernier. Observer la nature qui était autour de moi était en fait mon but. Et donc j'ai commencé par les étudier par le dessin. J'ai regardé ce qui se passait ou ce qui était tombé des arbres.
Et j'ai essayé de le pétrifier, de le figer dans le temps. Donc tout ce que je trouvais, des petites racines, je les ai trempées dans la porcelaine liquide et cuit ensuite. Ça donne ça. Je me suis même amusée à construire des formes en les collant les uns contre les autres. Pour moi, la référence, c'est Joseph Beuys, qui est né dans la même ville que moi, et l'Arte Povera aussi, qui est un mouvement italien qui se focalise sur les matériaux qui sont délaissés, qui sont sans valeur, pour leur redonner une autre valeur qui est artistique. Mon prochain projet, c'est de rendre hommage à ces femmes de la préhistoire, qui sont aussi des femmes d'aujourd'hui, mais pas en n'importe quel matériau, mais en matériau de bouse de vache. Il s'avère que c'est un matériau extrêmement intéressant. On peut construire, j'ai fabriqué des briques avec. Je suis très fière de voir tout ce qu'on peut faire avec une bouse de vache, considérée comme un déchet, un fécal. On peut l'anoblir, on peut lui donner de la beauté. La pomme de terre, c'est faire un zoom sur un sujet qui est complètement banal, qui a une forme, franchement, plastiquement parlant, aucun intérêt. Le légume du peuple, du bas peuple même, comme le chou et le navet. La pomme de terre est pour moi un messager. Parler de l'agriculture, des paysans qui entretiennent nos paysages. Je vois ça comme ma mission. J'ai l'impression, avec le travail de la porcelaine et de la bouse, je touche un peu à la belle et la bête, la pureté, la blancheur de la porcelaine et le côté animal avec la bouse. Quelqu'un m'a présentée comme une articultrice. J'aime bien ce terme. Au fond, je suis une glaneuse qui ramasse les choses qui se trouvent sur mon chemin. Et je suis aussi une bouseuse de façon un peu symbolique. Je suis fière de rendre hommage aux vaches, aux paysans, en mettant la main à la matière. Ici, les enfants apprennent à nager dans les lacs, les rivières et les étangs. Chacun a ses souvenirs de pique-nique en été, de jeux plus ou moins conseillés sur la glace en hiver. Quelques-uns ont eu un scooter à 14 ans, mais la plupart ont pris l'habitude, très tôt, de se déplacer à pied, à vélo, en courant. Le week-end, après les repas familiaux qui s'éternisent, tout le monde part en balade. Quoi qu'il arrive, toute rencontre, événement, retrouvaille se termine à l'extérieur. C'est un principe. Il y a toujours plus de choses à faire dehors, plus de choses à voir, plus d'endroits où se cacher. Nous avons été élevés en plein air, comme les poules du voisin. J'ai choisi le livre « Les grandes villes n'existent pas » de Cécile Coulon. Quand je l'ai découvert, ça a été une déflagration. C'est construit comme un court manifeste qui nous raconte la vie en ruralité, en petits villages, à travers des espaces qui font la vie. La salle des fêtes, le stade, la place de l'église, l'école, c'est des lieux qui marquent des générations, qui marquent les plus jeunes comme les plus vieux. C'est surtout des lieux de fête, de rassemblement, que ce soit pour des moments tristes ou des moments joyeux. Je trouve que le titre aussi est très important. C'est assez surprenant au départ et on comprend très vite ce que Cécile Coulon veut dire, dans le sens où quand on a grandi à la campagne et quand on vit à la campagne, on n'a pas besoin de la ville, on ne sait
pas tellement ce qu'est la ville, en fait, finalement. Et l'essentiel pour un enfant, pour un adolescent et même pour un adulte, finalement, peut se trouver dans la vie en ruralité. Et c'est ce qu'elle veut dire dans ce texte-là, et c'est d'une beauté sans nom. Un site naturel immense, des centaines de figurants, des dizaines de chevaux, des cavalcades et des explosions. La bataille de Castillon est un détonnant spectacle historique porté par tout un territoire rural et de très nombreux bénévoles. Une expérience artistique et humaine XXL. Je suis la présidente de l'association qui produit ce spectacle, la bataille de Castillon. Elle a été montée il y a 46 ans par les commerçants de Castillon-la-Bataille qui voulaient faire vivre un petit peu Castillon. Et ils ont commencé par faire un petit spectacle. Et au fur et à mesure, ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. Et on arrive aujourd'hui à ce gros spectacle. Cela fait des siècles que les canons se sont tus dans cette terre de bord de Dordogne. Et pourtant, leur mémoire est bien vive. Comme est bien vive encore la mémoire d'Aliénor d'Aquitaine. La bataille de Castillon, c'est la fin de la guerre de 100 ans. C'est la dernière bataille où les Anglais ont dû capituler devant l'artillerie française. Les Anglais qui étaient cavaliers ont découvert à ce moment-là que les Français avaient fabriqué des canons et ont dû faire demi-tour devant les canons. Deux siècles après mon départ, eut lieu une longue guerre entre les Gascons alliés des Anglais et les rois de France. L'idée du spectacle totalement vrai historiquement peut représenter une forme de spectacle un peu lassant, un peu technique, un peu historique. Et c'est pour ça qu'à certains moments, je dis là, j'ai vraiment envie de m'écarter de l'histoire. Castillon représente ce que j'appelle un spectacle populaire. Ça veut dire un spectacle accessible à tous, où on prend le public pour des gens intelligents. Là, vous arrivez tous sur le même rythme de déplacement. Vous devez, dans votre tête, dire « je vais pour ». Ça va vous permettre d'avoir des arrivées différenciées. C'est ce qui fait la richesse du spectacle, c'est la qualité de votre interprétation strictement individuelle. On est 500 bénévoles sur ce spectacle et 300 acteurs à peu près. Et c'est pas une mobilisation donc d'un mois pendant l'été, c'est vraiment presque à l'année. Ça fait plaisir de voir que l'histoire locale et régionale vit donc grâce à ces bénévoles. On s'arrête, on met le bras en haut du porte, là où il y a le et on tourne. Essayez d'être synchro les 5, ça serait chouette. Ça fonctionne. La manière de diriger, on est obligé d'avoir une certaine mesure parce que ce sont des gens qui s'impliquent et en même temps, de même qu'un spectacle populaire, c'est un spectacle avec un public intelligent, un spectacle populaire, c'est un spectacle avec des acteurs intelligents. Et moi, je suis globalement très satisfait de l'implication et du sérieux des bénévoles aujourd'hui. On va ce matin dérouler un petit peu les actions équestres, peut-être la première partie et une partie sur la colline. Et cet après-midi, on va faire le filage complet. D'accord? OK. Allez, bonne préparation. Comme chacun va jouer des rôles en fonction des chevaux qu'on attribuera tout au long de la saison, il faut que tout le monde connaisse tous les rôles. Et on met quand même une intention de combat. On est sur une fuite, donc les Anglais techniquement sont devant nous et on va pour les combattre. Allez, on y va. On y va, on y va. Attention. Allez. Les cavaliers, que vous arrivez dans un endroit que vous ne connaissez pas. Cherchez! Ce matin, le metteur en scène a commencé à
a travaillé toute la partie justement fin de la guerre, quoi. C'est là où les Anglais se rendent compte que les Français sont équipés de canons. On a travaillé toutes les charges avec les replis et ainsi de suite, où tout doit être timé par rapport justement aussi à la musique. Faites attention au fil orange et vous faites attention de ne pas être près des bombes. Vous regardez aussi à chaque fois derrière vous s'il n'y a pas d'obstacle. Tombez! On est bien, relevez-vous! Depuis plusieurs années maintenant qu'on travaille ici à la bataille et qu'on a fait venir des épées en mousse et en latex qui viennent en fait de l'univers du jeu de rôle. Ça a permis vraiment à ce qu'on fasse travailler des amateurs, des bénévoles. Et aujourd'hui, on a un vrai noyau qui fonctionne très très bien. On a l'impression que les combats sont réalistes, sont vrais. Je vais d'abord montrer avec Younan et après je te montre avec toi. On y va, Younan? Voilà, c'est ça l'idée, ok? Et donc là, vraiment, hop, tu armes, vas-y, et on tape, tu réarmes. L'idée, c'est vraiment de simuler ce côté très rage, très bestial, très animal, avec de la peur, de la colère, de la rage, de la survie au sein d'un champ de bataille. Et donc, on peut vraiment créer de la scène qui, à mon sens, rend un champ de bataille où, justement, l'expression champ de bataille, c'est que, au final, on ne sait pas trop ce qui se passe, ça tape, et ça tape avec ce qu'on a sous la main et comme on peut. L'association compte plus de 650 bénévoles. La majorité, ce sont des gens de ce territoire qui se sont ralliés autour de ce projet. Louis VII. Allez, Maëva. Oui. Emma, donc il va te falloir une robe, un tablier. Alors après, tu vas aller voir la jeune fille qui a le t-shirt blanc et elle va t'habiller. Hein? Beaucoup de gens qui aiment l'associatif et qui avaient très envie de se retrouver, d'avoir un endroit et un but pour être ensemble tout l'été. Bon, on y prend goût, hein. C'est quand même un peu une drogue, une bonne drogue. On retrouve les copains, on mange, on rigole, et après on fait le spectacle, on est fiers de ce qu'on fait. On raconte une belle histoire. Étant natif d'ici, je suis fière de dire que la fin de la guerre de 100 ans s'est terminée à Castillon. C'est comme une deuxième famille qu'on retrouve, des amis, des connaissances. C'est un bonheur de venir tous les soirs, tous les retrouver. Cela se passait en 1204 à Poitiers. Aliénor avait 84 ans et lentement, elle s'éteignait. Elle est morte? Oh oui, et il y a très longtemps. Cela fait presque 250 ans. Et depuis, notre Guyenne a vécu des heures plus ou moins heureuses, avec des rois, des princes, des guerres, des soldats, des batailles. La bataille de Castillon et son association font briller ce territoire. Et c'est une association qui fédère aussi. Il y a un projet qui a quand même des répercussions régionales. Enfin, c'est le plus grand spectacle de Nouvelle-Aquitaine. Le spectacle et tout ce qui l'entoure a vraiment une fonction humaine majeure. Derrière cette réalisation artistique, il y a une magnifique aventure humaine, je dirais au service d'un territoire. Chant libre saison 8, c'est fini. En attendant une nouvelle saison, retrouvez nos meilleurs moments sur tv7.com et chantlibre.media. Le joyeux vent de liberté de Saint-Amand fait son intéressant. La quête de beauté du sculpteur Marc Petit. Le retour du Baltrade avec Comment ça se danse. Martin Palis, l'homme qui jongle avec la vie.
le cabaret transformiste Le Saint-Sébastien. Chant libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.